Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes peu nombreux, mais nous sommes les meilleurs. Bienvenue à cette soirée sur l'état des lieux du moyen métrage. Cette année, le festival donne carte blanche au festival de Brive. C'est une section que nous avons ces dernières années. L'année dernière, carte blanche était donnée au Festival de La Rochelle et l'année précédente à un autre festival. Et cette année, nous avons osé donner carte blanche au Festival de Brive et avons invité son directeur artistique, Giulio Casadei. Vous êtes tous équipés d'écouteurs pour entendre la traduction? Je vais parler en français avec Giulio. Nos deux invités, Costadino Scozzamani et Aristotelis Maragos, deux réalisateurs grecs qui n'ont pu malheureusement être parmi nous, mais ils seront présents via Zoom pour Aristotelis et vidéo sur vidéo pour Costadina Cozzamani. Nous allons directement passer au thème, au cœur de notre sujet. Giulia va nous présenter le festival. Donc, pour commencer, peut-être faire un bref historique et présenter au public grec la particularité du Festival de Brive autour de ce format et aussi parler aussi de ton rôle de directeur artistique, de comment tu es arrivé là. Alors, oui, le Festival de cinéma de Brive est né en 2004. Cette année, on va fêter la 20e édition du festival. Et c'était né à une époque où, en France, notamment en France, il y avait toute une nouvelle génération de cinéastes très importants qui se mesuraient avec ces formats. Presque tous les meilleurs cinéastes français entre la deuxième partie des années 90 et début années 2000, ils ont quand même réalisé des moyens métrages. Donc c'était une époque où il y avait une nouvelle effervescence artistique autour du moyen métrage, notamment français, mais il n'y avait pas de festival et de lieux où ces films pouvaient exister, pouvaient avoir une visibilité. Donc, le festival naît d'abord pour mettre en valeur, donner une visibilité, accompagner, défendre la création du moyen-métrage français, notamment de fiction. Qui est à l'origine de la création? Sébastien Bailly et Catel Kilvray, donc deux cinéastes qui réalisent depuis toujours de films, mais qu'à l'époque, oui, ils avaient envie ensemble de se mesurer aussi avec la programmation. Et c'est resté unique pour les deux. C'est-à-dire qu'après l'expérience à Brive, ils n'ont pas continué à faire de la programmation. C'était vraiment un véritable engagement envers ces formats-là. Et donc, je disais, oui, historiquement, c'est vraiment lié à ce moment de l'histoire du cinéma français où tous les cinéastes, voilà, je pense à Desplechin, enfin, les festivals, bien sûr, a découvert tous ces cinéastes et a accompagné la création de tous ces cinéastes, dont notamment Arnaud Desplechin, Guillaume Braque, Sébastien Bébédé, Sophie Le Turner, Arthur Harari et plein d'autres, Mandico, Bertrand Mandico, Yann Gonzalez. Presque tous les cinéastes français des années 90-2000, ils sont passés par les moyens métrages. Et après, ensuite, le festival s'est agrandi et s'est ouvert après 10 ans à l'Europe. Donc, en introduisant une compétition consacrée aussi aux films européens. Et depuis 2018, définitivement à l'international. Mais les centres, voilà, enfin, quand je parle de fiction, c'est pas parce que je fais une distinction entre les formes. Justement, la force de Brive, c'est celle de pouvoir, à partir de ces formats, c'est donner une liberté, même en termes de programmation, qu'il n'y a pas ailleurs. C'est-à-dire que dans tous les festivals, la plupart des festivals du monde, il y a une distinction qui est très nette entre les films narratifs, les documentaires, les propositions plus expé. Enfin, on le voit dans la programmation de n'importe quel festival. Je peux faire l'exemple de Berlin. Par exemple, à Berlin, tu as une compétition internationale qui est plutôt portée par la fiction. Tu as l'effort
forum qui est une section expérimentale, panorama où il y a une partie de la programmation qui est consacrée au documentaire. Mais voilà, donc il y a une modalité d'articuler les sections qui fait une sorte de distinction. Alors qu'à Brive, les seuls facteurs unifiants, c'est celui du format. Et à partir de ces formats, on se donne une liberté absolue. Les festivals peuvent accepter en compétition tout genre de cinéma, expérimental, animation, fiction, documentaire. Définissons ce format, parce que peut-être que tout le monde connaît, mais peut-être pas. Oui, les moyens métrages. Après, ça aussi, c'est intéressant parce que chaque pays et chaque festival même a ses règles qui s'est données pour définir les moyens métrages. En tout cas, pour ce qui concerne Brive, les moyens métrages, c'est les films qui font entre 30 et 60 minutes. Et c'est un critère donc administratif, enfin Oui, de définir quelque chose qui, par ailleurs, d'un point de vue institutionnel, même en France, où la culture du moyen métrage est très très forte, la France reste encore aujourd'hui de loin les premiers producteurs au monde de moyen métrage. Mais même institutionnellement en France, il n'y a pas une législation à part pour le moyen métrage. Le moyen métrage n'est pas reconnu comme un format unique, indépendant. Il est englobé, intégré dans l'écosystème du court métrage. Parce qu'ici, peut-être préciser que c'est déjà unique, parce qu'en Grèce, le moyen métrage, il n'est même pas normalement englobé, inclus dans ce format du moyen-métrage. Parce que, par exemple, selon les réglementations des institutions grecques de financement, les financeurs, le court-métrage arrive jusqu'à 45 minutes. Donc, qu'est-ce qui se passe après les 45 minutes? On ne sait pas, entre les 45 et les 60. Non, et c'est vrai, non, mais je disais par exemple, parce qu'il y a d'autres cas. Par exemple, Vision du réel, c'est un festival très important à Nyon, un festival en Suisse de documentaires. Et ils ont une section consacrée au court et moyen métrage et ils considèrent des moyens métrages jusqu'à 63 minutes. Et pareil. 63. Oui, et Rotterdam aussi, par exemple. Donc, c'est pas un chiffre rond, ça. Non. Non, mais c'est pour dire que les moyens métrages, bien sûr, on reste sur une durée qu'on peut considérer au milieu entre les formats courts et les formats longs, mais c'est aussi un espace ouvert, mais qui représente aussi bien, comment dire, la liberté représentée par ces gestes artistiques. Parlons de cet espace ouvert. Comment tu le définis, toi, aujourd'hui, en tant que directeur du Festival de Brive? Moi, je dirais que c'est les formats qui expriment le plus une nécessité. C'est-à-dire que tu n'as aucun intérêt en tant que réalisateur ou producteur de réaliser un moyen-métrage. C'est-à-dire que tu sais au moment où tu réalises un moyen-métrage que ça va être extrêmement compliqué, notamment un moyen-métrage de fiction, de pouvoir avoir la moindre visibilité, la moindre circulation, même dans les festivals de cinéma. Donc, l'idée même de vouloir réaliser un film de, mettons, 45 minutes de fiction, c'est un vrai geste de création qui exprime la nécessité du récit. C'est-à-dire, ce récit-là doit durer 45 minutes parce que c'est ça, sa durée naturelle. Donc, c'est un enjeu qui est purement artistique. Il n'y a pas d'autres critères que la liberté de création. Et moi, je définirais comme ça, oui, les formats qui expriment le plus une nécessité artistique. Artistique, mais aussi, donc, on va voir tout à l'heure tous les enjeux de production et de mise en scène que ça suppose pour les créateurs. Est-ce que vous êtes confronté à ça lorsque vous programmez au festival? Oui, c'est justement, en étant un format extrêmement libre, qui n'a pas d'autres, qui ne doit pas se confronter avec d'autres enjeux, sinon qu'une liberté artistique absolue, on se trouve confronté à des formes qui sont très, très variées, très différentes. Et je dirais même que l'esthétique hybride, c'est-à-dire quelque chose qui est entre la fiction et les documentaires, dans un terrain vague, où les deux éléments se mélangent et dialoguent ensemble d'une manière assez surprenante et mystérieuse, pour moi, ça représente très bien ce qui est les moyens-métrages. Mais en moyen-métrage, on peut avoir tout. On peut même,
simplement, les séries télé d'aujourd'hui sont des moyens-métrages. C'est-à-dire que chaque épisode d'une série télé, c'est un moyen-métrage. D'ailleurs, à Brive, on programme aussi une section à part consacrée à la création télévisuelle. Française ou internationale? Internationale. Oui, internationale. Ces dernières années, on a programmé de mini-séries de Raoul Ruiz, Mystère de Lisbonne, mais aussi une mini-série italienne des début années 80, réalisée par un ancien assistant de Pasolini qui s'appelait Sergio Citti, qui a réalisé une mini-série en 3 épisodes qui s'appelle Il Minestrone, avec Benigni, Franco Citti, Ninetto Davoli, voilà. Mais donc, oui, non, on va dans, notamment, je dirais, de patrimoine, voilà, des séries de patrimoine international. Mais donc ça, c'était pour dire que le moyen-métrage peut être beaucoup de choses. Peut être, voilà, un épisode d'une série télé. Il peut être, bien sûr, c'est les formats par excellence du documentaire télé, 52 minutes. C'est la durée naturelle du documentaire télé. Mais c'est aussi tout ce qu'il y a voilà, autour. Nous, en 4 ans, on a programmé tout genre de films. Cette année, en compétition, le festival commence le 3 avril. On a même un film d'animation, ce qui est très rare parce que notamment, dans l'animation, c'est quand même, ça demande tellement de travail de réaliser un film d'animation qui est très difficilement peut avoir voilà, 2 moyens-métrages d'animation parce que soit s'ils restent sur un format très court, soit ils vont carrément vers le long-métrage. Mais c'est déjà arrivé quelquefois de programmer de films d'animation et cette année, on a la chance d'avoir un film d'animation américain très beau. Mais même le cinéma de genre, nous, on a programmé de films noirs, policiers, science-fiction. Et ce que j'adore de Brive, c'est de faire dialoguer tout genre, toute forme de cinéma sans aucune hiérarchie. Il n'y a pas de définition. On ne doit pas dire, OK, on a la fiction, là, les documentaires. On a juste des films. Oui, qui dialoguent très librement. Et il n'y a pas d'autres festivals au monde, je ne le dis pas parce que je travaille à Brive, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres festivals au monde qui se permettent cette liberté. Et qu'est-ce qui se passe à ces films qui viennent à Brive? Donc, il y a combien de films par édition? Et qu'est-ce qui se passe à ces films une fois qu'ils sont passés par Brive? Est-ce que vous suivez? Est-ce qu'il y a un rôle du festival qui suit en quelque sorte ces films après? Nous, chaque année, on programme environ 50 films, dont 20 films en compétition internationale et le reste, c'est plutôt de films de patrimoine, de rétrospectives, de focus consacrés à certains cinéastes, des séries télé, des séances spéciales carte blanche avec notamment la Cinémathèque française ou l'Agence du court-métrage. Après le festival, nous, on essaye de mettre en place un dispositif d'accompagnement qui est d'abord plus facile, évidemment, pour les films francophones parce que la plupart de ces films sont, juste après Brive, pris en charge par l'Agence du court-métrage qui s'occupe donc d'organiser des séances récurrentes en France, dans tout le pays, pour accompagner ces films. Notamment, il y a un prix qui s'appelle Prix Label Jeune Création, qui est justement organisé en collaboration, en partenariat avec l'Agence du court-métrage et qui permet aux films qui gagnent de pouvoir avoir voilà, un vrai accompagnement avec des séances tout au long de l'année en France, organisées par l'Agence du court-métrage. Pour ce qui est des films étrangers, nous, bien sûr, on organise d'abord, après le festival, des séances de reprise avec certains films primés. Et donc, voilà, pas que films français, voilà, aussi des films étrangers. Et moi, je suis à Brive depuis 2019. Ma première édition, c'était une édition Covid. C'est ta 4e édition cette année. Ça va être la 4e édition. Mais j'ai essayé, pour ce qui était possible malgré le Covid, d'établir des rapports de collaboration avec des festivals internationaux pour faire vivre ces films au-delà des dates du festival. Parce que pour moi, en général, un festival de cinéma a du sens s'il permet aux films que tu programmes de pouvoir exister au-delà de tes dates. Enfin, l'événement en soi ne sert à rien si ce film-là n'existe pas au-delà de toi. Et ça, c'est un vrai engagement. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, un sélectionneur, un programmateur a un engagement envers les films qui doit durer au long de l'année, même plus. Enfin, ça ne peut pas être un engagement vers les films sélectionnés qui s'arrête avec la fin du festival.
c'est pas possible, notamment pour les moyens métrages, qui ont besoin d'être accompagnés davantage par rapport aux autres formats. Mais donc, j'ai essayé de mettre en place des partenariats ou des collaborations informelles avec des festivals, notamment en Italie. Je suis italien, donc c'était plus facile de créer des terrains communs avec certains festivals, ce qui a permis, en tout cas, les 2 dernières éditions, d'avoir des films sélectionnés à Pesaro, qui est un festival historique qui existe depuis 60 ans, consacré au nouveau cinéma. Un nouveau festival qui s'est créé il y a 3 ans, qui s'appelle 30-70, qui est consacré aux cinéastes de moins de 35 ans. Et Turin aussi, qui est l'un des plus importants festivals italiens. Après Venise, il y a Torino, c'est le 2e festival le plus important. Et avec eux aussi, l'année dernière, on a pu programmer 2 films dans les différentes sections, parce qu'en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est d'abord permettre à ces films de pouvoir être sélectionnés dans des compétitions aussi. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas juste avoir 2 cartes blanches au sein du festival qui pourraient paradoxalement aussi pénaliser cet enfant qui pourrait tout à fait participer en compétition à ces festivals. Donc, la première chose que je fais avec ces festivals avec qui on a des rapports de collaboration, c'est de montrer ces films aux programmateurs. Par exemple, un autre festival avec qui on a un rapport très fort, très solide, historique, c'est Vila do Conde en Portugal, qui est l'un des plus importants festivals de courts-métrages en Europe. Et comme la plupart des festivals de courts-métrages aujourd'hui, c'est un festival qui est ouvert aussi au moyen-métrage, c'est-à-dire aux films jusqu'à 59-60 minutes. Et à Vila do Conde, ça arrive chaque année d'avoir un ou plusieurs films programmés d'abord à Brive, aussi sélectionnés en compétition là-bas. Et après, il y a aussi, tout au long de l'année, 2 rapports de collaboration avec des festivals extra-européens qui nous aident aussi à repérer des films de moyen métrage. Je pense notamment à l'Asie. C'est un continent sur lequel je me suis consacré davantage ces dernières années, notamment Japon et Chine. Japon, pourquoi? Parce que le Japon, c'est l'un des pays, c'est l'un des premiers pays producteurs de moyen métrage au monde. Dès l'école de cinéma, la plupart des films d'école, c'est des moyens métrages de fiction. Et comment ça s'explique? Ça, c'est assez mystérieux, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'histoire aussi du cinéma japonais. Cette année, dans la rétrospective consacrée aux 20 ans du festival, nous allons programmer notamment des films de Nagisa Oshima, Oshuei Imamura, et c'était des films, même des fictions en moyen-métrage, mais presque tous les cinéastes, les plus importants cinéastes japonais sont passés par des moyens-métrages. Mais en tout cas, je pense, vu que ça vient à partir de l'école, c'est qu'il y a aussi une manière de former les cinéastes déjà vers un récit qui est plus proche au long métrage qu'au court métrage. Donc, je crois que dans l'idée, en tout cas de la culture japonaise liée au moyen métrage, il y a cette idée de formation vers le long métrage qui se fait plus facilement à partir du moyen métrage. Mais il y a même des moyens métrages qui sortent en salle au Japon, beaucoup plus facilement que dans d'autres pays. Notamment en séance de 2 films, par exemple. Oui, en séance de 2 films ou des films qui font 60 minutes pile et qui sortent tout seuls. L'année dernière, on a programmé en compétition un film qui s'appelle Tamano Visual Poetry Collection Nagisa's Bicycle. C'était très long. Le film faisait 60 minutes pile. Il a gagné les grands prix au festival et il a eu une véritable distribution au Japon, tout seul. J'en profite aussi pour rappeler, parce qu'on ne l'a pas dit au début, que pour la carte blanche, il y a une sélection de 6 films programmés en 3 séances, donc 2 par 2, qui sont tous essentiels et qui sont programmés tous les jours. Vous pouvez les découvrir. Donc, je ne sais pas, pour revenir à ce qu'on se disait, Oui. on va revenir à cette question des festivals tout à l'heure avec nos réalisateurs grecs. Je ne sais pas si le public grec et les professionnels sont familiers avec les noms des festivals que tu as cités, mais on va pouvoir revenir tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on parle de la peur. Donc, pour arriver à cette peur, la peur du moyen-métrage, peut-être, est-ce que en termes d'inscription, je ne sais pas combien d'inscriptions vous recevez tous les ans à Brive, est-ce que tu constates par exemple plus de films français Oui. en termes d'inscription? Ah oui, absolument. Mais nous, mais c'est vrai aussi que les festivals, la compétition internationale existe depuis peu de temps finalement. Ça fait 5 ans que le festival est véritablement ouvert à l'international. Donc,
C'est pour ça aussi que je consacre une partie de l'année à la prospection des films étrangers et des rapports de collaboration avec d'autres festivals étrangers, parce que voilà, il me permet en fait d'avoir accès à des films dont on pourrait jamais avoir accès autrement, parce qu'ils pourraient pas s'inscrire tout seuls. Donc oui, c'est vrai que en termes de pourcentage, le cinéma français est plus en général francophone à une place, parce qu'aussi il y a la Belgique et la Suisse, d'autres pays où il y a une culture du moyen métrage qui est très forte. Et c'est vrai que oui, ils font la majorité, voilà, des inscriptions. Après, il y a le Japon, il y a le Brésil. Ces deux pays, par exemple, même le Brésil, où il y a chaque année, on reçoit environ 10 moyens métrages, ce qui est quand même énorme par rapport au format. Et puis, il y a d'autres pays, par exemple, je parle de l'Italie parce que je connais bien. Bizarrement, c'est un pays où il n'y a aucune culture du moyen métrage. C'est l'un des pays où je reçois moins de moyens métrages. Moins qu'en Oui. Grèce. Oui, moins qu'en Grèce. Moi, on a sélectionné 2 moyens métrages grecs en 3 éditions, alors que j'ai sélectionné aucun film italien en 3 ans. Oui, mais donc, oui, en termes d'inscription, c'est vrai que les films francophones font la part du lion. Mais on essaye de trouver un équilibre par là à travers le travail de prospection. Mais la prospection, ça répond aussi à un double critère, c'est-à-dire un double mouvement. Nous, on va vers des festivals étrangers parce qu'on a besoin de découvrir des choses qu'on ne pourrait pas voir autrement, mais ça permet aussi d'établir un premier contact avec ces festivals, ce qui pourra permettre ensuite de pouvoir organiser des cartes blanches, de faire exister les films que nous, on a sélectionnés chez eux. Donc, parlons de cette prospection, justement. Donc, toi, tu voyages beaucoup dans le cadre du festival, j'imagine, pour repérer des films, pour rencontrer des réalisateurs. Est-ce que dans ce parcours, tu te confrontes souvent à des professionnels, que ce soit des réalisateurs ou des producteurs, qui sont démunis, qui ne savent pas comment distribuer leurs films par rapport à cette difficulté de la diffusion du moyen métrage face au court métrage, et comment tu... Disons que la plupart des professionnels essayent justement Enfin, ils vont un peu dans l'univers du court-métrage parce que c'est une nécessité. Donc, vu que la plupart des festivals de court-métrage désormais sélectionnent aussi des moyens-métrages, je pense à Clermont-Ferrand qui est le plus connu, mais aussi Oberhausen ou Villa do Conde qu'on a déjà mentionné. Et donc, oui, ils vont naturellement vers le monde du court-métrage, tout en sachant qu'ils ont quand même beaucoup moins de possibilités que le court-métrage, parce que c'est clair que sélectionner un film de 45 minutes dans un programme de court-métrage, ça va forcément déséquilibrer les programmes. Mais après, une autre chose que je remarque, en tout cas que c'est arrivé plusieurs fois, c'est qu'il y a parfois aussi de doubles versions du même film. Donc une version qui peut être, d'habitude c'est une version plus courte, voilà, moins de 30 minutes, parce que c'est plus facilement programmable dans le festival de court-métrage, et une autre version plus longue qui est la version originale. Et qui est projetée où? Et qui est projetée soit dans des festivals de moyen-métrage, parce qu'il n'y a pas que Brive, il y a aussi la Cabina en Espagne, à Valencia. Et après, il faut aussi dire, en fait, il faudrait un peu faire une distinction entre la fiction, les documentaires et l'expé. Parce que même si moi, bien sûr, je ne crois pas à cette distinction, mais c'est pas tout à fait la même chose. Un moyen-métrage documentaire a énormément plus de possibilités d'être vu ou d'être programmé, parce que dans les festivals documentaires, il n'y a même pas une véritable distinction de durée et de format. Il y a beaucoup de festivals documentaires qui programment ensemble court, moyen et long, tout confondu. Alors que pour la fiction, ça reste plus rare. Voilà. Mais donc, pour les documentaires, il y a presque tous les festivals documentaires du monde qui programment des moyens-métrages. Pour ce qui est de la fiction, il faut plutôt aller au-delà des festivals de court-métrage, dans des sections spécifiques ou des séances spéciales. C'était par exemple le cas du film de Costantina Cozzamani, qui a fait sa première mondiale au Festival de Venise, hors compétition, dans une séance spéciale avec un autre moyen-métrage. Ou sinon, il peut y avoir Oui, même, en fait, tous les grands festivals, finalement, ont des petits espaces, notamment hors compétition. L'année dernière, à Berlin, il y avait
le tout nouveau film de Lucrecia Martel, une des plus importantes cinéastes argentines. Et c'est un moyen-métrage de 37 minutes. Et voilà, il était programmé hors compétition à Berlin. Donc, disons, et même à Cannes, cette année, à Cannes, très probablement, c'est pas encore officiel, mais très probablement, le film d'ouverture du festival sera un moyen-métrage de Almodovar, qui d'ailleurs, il avait déjà réalisé il y a 3 ans un autre moyen-métrage. Mais donc, c'est pour dire, bien sûr, pour les cinéastes reconnus, c'est plus facile de pouvoir trouver un espace. Mais j'ai l'impression, peut-être parce que je suis optimiste, mais j'ai l'impression que de plus en plus, tous les festivals sont en train de s'ouvrir à ces formats, qu'il s'agit de documentaires ou de fiction. Et je ne sais pas si c'est une tendance aussi culturelle, vue voilà, à la popularité du format serial de la télévision, donc du format d'une narration qui est entre 50 et 60 minutes, ou sinon aussi à une augmentation, parce que moi en tout cas j'ai l'impression qu'il y a une augmentation constante de moyens-métrages produits chaque année. Bien sûr, il y avait eu une baisse en 2021 due à la pandémie, mais à part cette année exceptionnelle, j'ai l'impression chaque année, en tout cas pour nous c'était comme ça ces 4 ans, de recevoir de plus en plus de films et de voir à quel point dans presque tous les pays du monde il y a de programmation de moyens-métrages. Alors revenons à la production et à Brive, pour dire combien Brive est engagé dans l'accompagnement des films. Tu disais tout à l'heure qu'il y a des actions toute l'année, au-delà du festival. Il y a aussi un concours du scénario. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce concours qui donc soutient les films, les moyens-métrages dans leur développement? Oui, même avant le scénario, c'est-à-dire nous, on a aussi un atelier pitch, donc juste la première idée, comment on forme en fait les gens réels à devoir présenter un projet, un résumé d'un projet en 5 minutes. Et c'est un atelier consacré spécifiquement au pitch des moyens-métrages. En fait, l'idée, c'était et ça, je pense que c'est une nécessité pour tous les festivals, pas que le festival de moyen-métrage, c'est d'être à la fois, bien sûr, une plateforme de découverte de l'existant, de ce qui existe déjà, qui a été produit, mais aussi de rendre possible la nouvelle création, de l'aider dans toutes les étapes. Donc, le festival, pour l'instant, se consacre à un concours de pitch et de scénario, mais on est en train de développer aussi une partie qui sera consacrée à l'aide à la post-prod, par exemple, qui existe déjà dans la région Nouvelle-Aquitaine, qui est la région où est basé le festival de Brive, la Gaillarde, mais voilà, on est en train de remodeler pour voir si on peut prendre ces projets et les faire venir, en tout cas pour le format court et moyen, vers le festival de Brive, parce que oui, mon rêve, ce serait d'avoir une partie professionnelle liée à l'aide à la production dans toutes les étapes et qu'il soit un véritable, enfin je ne veux pas dire festival parallèle, mais qu'il y ait autant d'importance que les films sélectionnés. Et que ce soit des projections sous forme de work in progress, de montage en cours de montage. D'accord. Et est-ce que dans ces ateliers de pitch et de concours de scénario, ce sont des projets qui ont des producteurs ou le but c'est également de trouver... Les deux. Il peut y avoir des films avec déjà une production derrière, mais aussi, notamment pour les pitchs, c'est plus difficile qu'il y ait déjà un producteur parce qu'on est vraiment à la première idée du film. Et nous, on invite tous les producteurs basés dans la région, mais pas que. On essaye d'inviter aussi des producteurs basés à Paris, par exemple, pour assister notamment à cette séance de pitch qui est normalement programmée le dernier jour du festival, le même jour de la remise des prix, puisqu'on sait qu'il y a plus aussi de public et d'attention des professionnels envers ça. Et on fait ça justement pour permettre à ces jeunes réals de pouvoir rencontrer des producteurs et voir si il y a la possibilité d'une... Et ça arrive presque chaque année que de films présentés dans ce cadre des ateliers de pitch soient ensuite produits dans un cadre professionnel et accompagnés donc d'une vraie boîte de production. Est-ce que ce sont des films francophones, des projets francophones exclusivement? Oui, pour l'instant, oui. D'accord, je dis ça parce que le public et les réalisateurs grecs pourraient peut-être envoyer des projets. Mais pour l'instant, ça reste francophone.
avec peut-être l'intention de développer. Oui, moi, je rêve. C'était un peu ma mission quand j'étais embauché en 2019. C'était justement de développer la dimension internationale du festival. Mais je crois que voilà, pour développer cette dimension, il faut aller par certaines étapes. Et pour moi, la première étape, c'était déjà de faire connaître le festival à l'étranger, montrer qu'il existait un festival exclusivement consacré au moyen métrage et donc développer aussi des rapports de collaboration avec les instituts culturels, les ambassades et les festivals étrangers. À partir de cela, oui, j'aimerais que même la partie professionnelle, la partie d'accompagnement et de soutien à la création puisse s'ouvrir également à l'international. Mais voilà, c'est un long processus. Mais peut-être qu'on peut espérer que bientôt ça sera le cas. Bien sûr. Passons peut-être à la synergie franco-grecque. Tu as dit qu'il y a 2 réalisateurs grecs qui sont passés par Brive ces 3 dernières années. Ce sont des réalisateurs, des jeunes réalisateurs, grecs qui sont bien connus, à la fois à l'international et en France et en Grèce et qui ne pouvaient pas être, comme je vous disais, avec nous ce soir. Nous allons voir d'abord une vidéo faite par Kostadina Kozamani qui nous parle de ces 3 derniers films qui sont des moyens métrages et qui explique un peu son expérience vis-à-vis du format, ses enjeux de mise en scène, d'écriture et de production. Γιάννη, το βίντεο της Κωνσταντίνας παρακαλούμε πολύ. Γεια σας. Θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας. Bonjour, j'aurais voulu être avec vous. Malheureusement, c'était impossible. Je suis au Japon pour mon prochain film. C'est la raison pour laquelle je vous envoie cette vidéo avec un jet lag important. C'est euh, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. J'ai réalisé de plusieurs films moyens métrages ces dernières années. Je suis en cours de production, de réalisation de mon prochain film. Tout d'abord, pour partager mon expérience, je me suis intéressée, immergée dans ce monde du moyen métrage de manière organique, car je considérais que ceci euh, me convenait en termes de narration, convenait euh, à ma façon de faire le storytelling dans mes films. Et c'est quelque chose qui m'intéresse également dans la littérature. J'aime beaucoup les livres d'Alice Munro, entre autres. Donc c'est un moyen de narration qui me convient, sans vouloir dire que les films de court-métrage et de long-métrage ne me conviennent pas. Mais je considérais que ce que j'avais à raconter dans cette phase de ma vie, c'était le cadre approprié. La première fois où j'ai fait le premier essai, c'était Limbo. C'était un film de 30 minutes. Et là, c'était une expérimentation. J'avais un scénario de 17 pages, si je ne me trompe. J'avais le sentiment que c'était quelque chose peut-être de long, non pas d'un point de vue scénario, mais surtout en termes de temps, le temps que m'imposaient les images. Lorsque je fermais les yeux et m'imaginais un peu le film, les images avaient une durée trop longue et c'était une forme de dialogue avec les caractères. Et ces 15 pages se sont transformées en une durée finalement qui a duré 2 ou 3 fois plus longtemps. Au cours de ce film, je ne m'étais pas vraiment posée si ce serait un film, un court-métrage ou un moyen-métrage. Et je considérais jusqu'à la
jusqu'au moment où j'ai achevé ce film, que ce serait un court-métrage. Je pensais que 30 minutes, c'est un court-métrage, donc je ne me posais pas la question. J'avais pas le sentiment que je devais me positionner sur la durée, mais je me suis rendu compte par la suite, lorsque le financement que nous avons reçu par la chaîne française, c'était une coproduction franco-grecque, était financé jusqu'à 25 minutes. Donc la question s'est posée, on nous avait dit qu'il fallait un peu couper, réduire la durée, on leur a montré le film et ils ont accepté. Et le film a été également à Cannes. À la semaine de Cannes, et en fait, ils ont accepté de euh, le projeter sur la chaîne. À Electric Swan, le film suivant que j'ai tourné en Argentine, les choses étaient plus simples. Je dois dire que dès le départ, je savais que j'allais dépasser les 30 minutes. Donc, ce serait un film moyen métrage. Ce qui m'a aidé, c'était que, une fois encore, c'était une production française. J'ai collaboré avec Emmanuel Chomet, Film, pour qui ce format lui est très familier. Il soutient de nombreux artistes qui réalisent des moyens métrages. Donc, c'était pour nous quelque chose d'évident. C'était financé plus facilement et les choses se sont déroulées de manière plus simple. Le moyen métrage n'était pas mis en doute. Le format n'était pas mis en doute. Le scénario était à peu près de 29-30 pages et nous savions tous que nous allions réaliser un moyen métrage. Le tournage a duré 13 jours et nous savions tous, nous étions conscients que nous allions réaliser un moyen métrage. J'avais le soutien de tous, des producteurs argentins, des producteurs français, et c'était un format que nous avons tous défendu du début à la fin. Et Electric Swan a finalement est un film de 41 minutes que nous avons tous défendu et soutenu du début à la fin. À la fin du film, nous étions confrontés à ce mur, à ce qui s'impose dans l'industrie cinématographique et dans les festivals. Et finalement, nous nous sommes posé la question, où est-ce que ce film sera projeté? Où est-ce qu'il peut être intégré? Nous avons eu la chance de participer à Venise hors compétition, mais je pense que ceci a beaucoup aidé le film. À partir du moment où la première était très bonne, pour les autres festivals, c'était plus simple, le film était mieux accueilli. Pour la plupart des festivals, c'était hors compétition, special training. Et en tant qu'artiste, je me sens limitée, bien sûr, et je me demande, mais pourquoi ce format n'est-il pas soutenu par l'industrie des festivals? Pourquoi il n'est pas bien accueilli? Pourquoi il y a cet écart entre le court métrage et le long métrage? Mais je n'ai pas à me plaindre car ce film a été projeté même hors compétition dans de nombreux festivals. Et moi-même également, j'ai découvert des festivals comme le Festival de Brive qui se concentre sur le moyen métrage, mais c'était vraiment un mur, un obstacle que nous avions à gérer. Mais
Quoi qu'il en soit, j'ai considéré que le film a eu l'accueil que moi, que je souhaitais. Et je pense que nous avons tous bien géré, même les difficultés. Le film a fait son trajet, a voyagé. Et ce qui est drôle, c'est que dans certains festivals, notamment en Amérique latine, le film a été projeté dans des sections long métrage et a participé à des compétitions. Et c'est drôle, bien sûr, mais et agréable. Et mon dernier film, What Merit in the Known, avec Manuel comme pour principal producteur et en coproduction avec la Fosse Production en Grèce, c'était un film qui, dès le scénario, dès son écriture et sa durée, était un film court-métrage. Et je savais que ce serait un peu plus long que l'Electric Swan. Et d'ailleurs, nous sommes près de 50 minutes, 55 minutes, et c'est à la frontière d'un long métrage. Et c'est ma troisième tentative et pas la dernière. Je suis sûre que je vais tourner encore d'autres moyens métrages. C'était un format qui me plaît, que j'ai beaucoup apprécié, avec lequel je voudrais travailler. Et maintenant, à la fin de cela, je me pose la question. Toujours, où est-ce que le film sera projeté? Tu savais que le film Electric Swan avait été en compétition avec des longs métrages Oui, c'était à Valdivia, au Chili. et ça arrive régulièrement? Bah, Tu as déjà croisé ça arrive de plus en plus dans des festivals, voilà, plus libres en termes de programmation, d'associer des films de 50 minutes. Alors, disons que c'est plus rare de trouver des films qui font moins de 40 minutes dans une compétition avec le long métrage. Mais pour moi, ça fait totalement sens que de films qui dépassent les 40 minutes puissent en fait être jugés à côté des longs métrages, parce que pour moi, c'est une écriture qui est beaucoup plus proche du long métrage que du court métrage. Et d'ailleurs, moi aussi, personnellement, à Rome, dans un festival où j'ai travaillé longtemps, qui s'appelle le Med Film Festival, un festival consacré au cinéma de la Méditerranée, des pays de la Méditerranée, on s'est ouvert au moyen métrage, à une compétition unique moyen métrage et long métrage depuis 2016. Mais ça arrive, oui, absolument. Enfin, par exemple, au Festival de Munich, il y a une section consacrée à la nouveau cinéaste allemand. Cette année, il y avait un moyen métrage, un premier film, moyen métrage fiction de 53 minutes à côté de long métrage. Donc oui, ça arrive et ça arrive de plus en plus. Voilà donc l'expérience de Kostadina par rapport à ces 3 dernières réalisations et aux prochaines qui arrivent, comme elle nous fait savoir. Nous pouvons passer à Aristotelis, qui est avec nous depuis le début. Il attend patiemment. Γεια σου, Αριστοτέλη. Μας ακούς και μας βλέπεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Aristotelis, tu nous entends? Merci, nous dit Aristotelis, de cette invitation. Merci d'être avec nous. Je propose de montrer le trailer. On commence donc par cette projection. Where is everybody? They've gone. They've all gone. Across the boundaries of time. Mayday, Mayday, this is American Pride, Flight 29, requesting emergency aid. Something is waiting for you to arrive. It's coming. Don't you understand? They are predators. They are going to chew the eyes right out of your head. They are relentless.
They're coming for you. And they are very, very hungry. They will eat you alive! Alive and free! Γεια σου Αριστοτέλη και πάλι. Bonjour à nouveau, Aristotle. Pour entamer cette discussion, on pourrait commencer par l'écriture du film. C'est un film assez particulier depuis déjà sa conception, sa réalisation. D'où vient l'écriture de ce film? Et savais-tu d'emblée quelle était sa durée? Quelle serait sa durée? En fait, il n'y a pas vraiment d'écriture. C'est un film found footage. J'ai utilisé le matériel d'un ancien film. C'est un téléfilm de 3 heures, The Lago Years. Et à partir de là, il y a une nouvelle narration qui est apparue. Il y a une animation très corporelle qui m'a demandé du temps pour la réaliser. Donc, l'écriture se faisait au fur et à mesure. Je ne savais pas dès le départ quelle serait la durée du produit fini, sans savoir si ce serait un court-métrage ou un long-métrage. Mais c'était également mon souci. Mais j'ai trouvé un terrain de création sans me soucier de sa durée. Et il s'est avéré que ça a duré 1 heure. Qu'est-ce que cela signifiait pour la production du film et pour son financement? Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de production. C'est moi qui ai réalisé le film. J'ai des collaborateurs au niveau du son et de la musique, mais il n'y avait pas vraiment de producteur. Moi, je vivais comme je vis au quotidien et le soir, je m'enfermais pour le film. Il n'y avait pas vraiment de production. C'est quelque chose qui se fait sur un long temps. Donc, il n'y a pas eu de financement, il n'y a pas eu de canaux d'acteurs qui ont financé le film. C'était moi, la force motrice. Après avoir réalisé le film, qu'est-ce que tu espérais pour sa distribution? À quoi t'attendais-tu? Tout d'abord, j'étais heureux de voir que cette montagne de papier que j'avais amassée m'a permis de faire le film. Il m'a fallu 3 ans pour ce film. Mais pas toujours en continu. Il y avait des pauses, il y a eu une pandémie, il y avait la pandémie, donc des interruptions. Mais j'ai eu la chance de collaborer avec Woodard de Square Eyes. Excuse-moi de t'interrompre, mais il faut préciser que le Square Eyes, c'est une agence de distribution qui achète et distribue des films de court-métrage et moyen-métrage. Oui. Et comment as-tu collaboré avec Square Eyes? Comme avec ce genre de collaboration, c'est à travers une connaissance, un ami. Et il n'y avait pas de plan de programmation de ma part, car ceci est très lié avec le copyright, avec les droits, comme c'est le cas pour ce genre de films, qui sont des films de collage, et où le champ juridique est très flou. Lorsque Square Eyes est intervenu, le film avait déjà une durée d'1 heure.
Vous n'avez jamais discuté de l'éventualité de réduire ou d'agrandir sa durée, de changer, en d'autres termes, sa stratégie de distribution? Non, pas vraiment. Mais à partir du moment où c'est de l'animation, un film d'animation, et où tout est clair, il y avait du matériel qui était ce qu'il était et qui nécessitait du temps pour avoir cette narration. Mais le film d'animation n'est pas très souple, n'est pas très flexible. Il nécessite du temps pour sa réalisation. Il est difficile d'ajouter ou d'enlever. Donc, déjà, de ma part, j'avais pas cette volonté. C'est un film très proche de la science-fiction et qui flirte avec les B-movies qui sont aux alentours d'une heure, qui a son public. Donc, je n'avais pas cette volonté, ce besoin de transformer cela en autre chose. Et lorsque Square Eyes est intervenue, Square Eyes s'est chargée de la distribution et quel était le voyage, la trajectoire du film. Le film a été projeté dans de nombreux festivals et en même temps que des films de plus longue durée. Et j'ai appris que le public de ces films ne s'intéresse pas vraiment à la durée, peut-être parce que c'est le public également des B-movies. Nous avons participé à de nombreux festivals de genre, mais également des festivals de films de cinéma expérimental, où là, il y a une plus grande liberté en termes de temps, de durée. Et tu n'as pas pensé à une projection du film dans les salles? Non, non, oui, le film a été projeté dans certaines salles, en Suisse, par exemple, en Amérique du Sud. Également, il a été projeté dans des salles. Il a trouvé donc sa voie pour être projeté dans les salles. Mais c'est un film peut-être, un cinéma, un film expérimental pour un certain public, mais il a pu être projeté dans des salles. Et en Grèce, le film a été projeté au Festival de Thessalonique. Je crois que c'est tout. Oui, pas ailleurs. Et à quel moment de son trajectoire le film a été projeté au Festival de Brive? Au début? Le Festival de Brive est un festival très connu, très réputé dans son genre. Donc, après la fin du film, tu savais déjà, tu étais informé de l'existence du festival. Oui, c'était une des premières choses que nous avions discuté d'ailleurs avec le distributeur. C'était que le film pouvait être projeté au festival et donc il fallait tenter notre chance. Et est-ce qu'il y a eu des festivals qui ont aidé le film, comme le Festival de Brive? Est-ce que tu crois que le Festival de Brive a joué un rôle déterminant pour sa distribution d'après? Oui, c'est certain. Je pense que ce que fait le Festival de Brive, c'est qu'il y a des films qui sont très différents. Et là, ce qui les caractérise, ce qui les distingue, c'est la durée. Mais le Festival de Brive permet de projeter des films d'une durée différente et permet à ces films qui peuvent être projetés à côté d'autres films d'un genre différent et d'une durée différente. C'est très important pour le film. Qu'est-ce que tu prépares? Tu es en cours de réaliser en tant que réalisateur grec. Quel est ton avis sur le moyen-métrage? Moi, j'aime beaucoup les moyens-métrages en tant que spectateur, mais également sans créateur. Je crois que Costandine est la réalisatrice la plus
représentative, mais j'ai beaucoup d'amis, collègues qui s'intéressent au moyen métrage et qui flirtent avec ce format. Moi, je prépare un film qui est une sorte également de collage. Je ne sais pas quelle sera sa durée, on verra. Je me confronte également à ma résilience, mais je viens d'achever le tournage d'un film de longue durée avec une plus longue narration. J'ai réalisé des films de court métrage, de long métrage. J'expérimente. Merci beaucoup, Aristotelis. Je ne sais pas si tu as une question à poser à Giulio. Non, non, merci. Je voudrais le saluer, vous remercier de m'avoir invité. Merci beaucoup pour ta participation. Au revoir, Aristotelis. Bonne soirée. On va aussi ouvrir aux questions du public. Et notamment, s'il y a d'autres réalisateurs grecs qui aimeraient partager leur expérience ou leurs doutes par rapport à la diffusion du moyen métrage. Sinon, nous pouvons continuer à explorer la diffusion. Qu'est-ce que c'est que la diffusion du moyen métrage? Tu as cité tout à l'heure quelques noms de festivals qui sont très familiers avec ce format. Je ne sais pas si on pourrait revenir peut-être pour, si ça intéresse les participants. Oui. Et après, il faut pas oublier aussi le rôle qui est joué par certaines chaînes télé aussi en France. La télévision, bien sûr. Notamment Arte, qui programme beaucoup de moyens métrages. Costadina, elle en a parlé. Il a été même diffusé, justement, sur Arte. Il y a France Télé, il y a Canal+, Ciné+. Donc, et nous aussi, à Brive, on a un prix spécial Ciné+, dont la dotation, c'est justement la diffusion, l'achat et la diffusion. Le préachat. Non, pas le préachat. Du coup, pas le préachat. Non, c'est l'achat et la diffusion sur Ciné+. Après, oui, le panorama des festivals, c'est assez large, c'est complexe, voilà, parce qu'on a de plus en plus de festivals et de plus en plus libres. Donc, il se pose moins de questions par rapport à la durée. Ce qui fait, par exemple, comme le festival de Valdivia qu'on a cité tout à l'heure par rapport au film de Constantine, de pouvoir programmer des films de formats différents et des moyens métrages à côté de longs métrages ensemble. Mais ça arrive de plus en plus souvent. Et moi, je ne suis pas étonné parce que je pense que même culturellement, le moyen-métrage, c'est quelque chose qui, même si on ne fait pas exprès, parce qu'on a difficilement dans notre vie, on s'est dit, oui, j'ai vu les moyens-métrages, parce que les moyens-métrages, c'est toujours un peu noyé entre les longs cours ou le monde du court-métrage, mais a toujours existé et c'est a joué un rôle important dans l'histoire du cinéma. Presque tous les plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma ont réalisé à un moment donné des moyens-métrages. Mais donc, nous tous, comme spectateurs, on est déjà habitués à cette durée-là, à ces récits-là. Et je pense aussi, c'est un peu ce que j'ai écrit dans l'éditorial pour la prochaine édition de Brive, moi, je crois vraiment que le moyen-métrage, ou en tout cas le format du long cours, un peu comme disait Aristoteles par rapport au cinéma de genre. Voilà, pour moi, ça, c'est un avenir possible pour le cinéma. Une idée, comment dire, de possibilités pour le cinéma d'un point de vue économique, c'est-à-dire donc une réduction du budget de films pour réaliser davantage de films. Mais aussi d'un point de vue, je dirais, oui, même d'exploitation. Je pense que la possibilité de pouvoir programmer deux films ensemble, ça peut être un peu dans le principe du double programme, de double bill américain. Ça, c'était plutôt pour le cinéma de genre. Mais voilà, le principe est le même. Tu payes en fait un ticket pour assister à deux films de durée différentes. Et ça, c'est un principe, je pense, notamment pour les nouvelles générations qui sont plus habituées, probablement encore plus que les autres, à cette durée-là, que c'est un principe même de distribution qui peut être excitant, on pourrait jouer là-dedans. Et vraiment dans la programmation quotidienne des salles, pas qu'en festival. Exactement. Donc. Oui, moi, je parle de distribution en salle. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ça arrive
parfois, c'est déjà arrivé, notamment en France, d'avoir des sorties avec 2 moyens-métrages ou 2 longs-métrages très courts de 60 minutes programmés ensemble en salle. Mais je pense que c'est quelque chose qui arrivera de plus en plus, oui. J'en suis certain. Peut-être concernant cette question de la salle, nous avons, je vois avec nous Stéphane Goudet. Je ne sais pas s'il a envie de partager son point de vue. Oui, merci beaucoup. Oui, s'il a envie de partager son point de vue sur la programmation des films de moyen métrage en salle. Il est là, je le dénonce. Oui, je peux partager mon point de vue. Merci d'abord à tous les deux et tous les trois avec Aristotélis, dont le film est vraiment formidable. Par ailleurs, découvert à Brive l'année dernière. Je suis un tout petit peu moins optimiste que Giulio sur la diffusion du moyen métrage. Dans l'histoire du cinéma français, je disais ce matin, parce que quelqu'un a posé la question ce matin pendant la conférence, et il y a pour moi une référence étrange, une espèce de truc comme ça, qui est Versailles Rive Gauche de Podalides, qui est sorti tout seul en salle et qui a cartonné. Vraiment, les gens faisaient la queue pour aller voir un moyen-métrage. Qui a été programmé tout seul. Tout seul, ouais. Après, il y a effectivement eu des tentatives de mettre en regard 2 moyens-métrages, ou un court et un moyen. Voilà, nous, notre expérience, alors, et encore une fois, pour moi, c'est un pan entier du cinéma avec des choses formidables, et Brive est le meilleur exemple pour les découvrir en France. Ça reste très compliqué d'inciter des gens à venir voir un programme qui ferait moins d'1 heure, par exemple. Donc, le moyen-métrage seul, y compris pour des raisons très psychologiques, mais qui est que le temps de trajet, par exemple, en région parisienne, est quand même souvent de 20, 30, 45 minutes. Et donc, faire un trajet de 20, 30, 45 minutes, parfois doublé par l'aller-retour, pour aller voir un film de 45 minutes, il y a une espèce de seuil psychologique complexe. Donc, c'est toujours une espèce de casse-tête de se dire tiens, il y a un film formidable. Voilà, le film japonais que citait Giulio tout à l'heure, il est vraiment exceptionnel à mes yeux. C'est un très grand film. J'adorerais le montrer. Et j'y arrive, je ne sais pas comment le montrer. Parce que je me dis comment j'incite des gens à voir un film qui fait pile 1 heure, au point que je me dis la meilleure façon, c'est un film surprise. Parce que si je donne la durée tout de suite, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire bon, est-ce que ça vaut la peine? D'ailleurs, il n'y a pas eu de presse. Qu'est-ce que c'est bon signe, tout ça. Voilà, donc c'est presque par surprise quoi, que ce film pourrait tout à coup rencontrer un public dans une séance donnée, mais ce qui fait un statut bizarre. Voilà. Donc pour moi, je n'ai pas trouvé la solution encore. J'espère qu'on va pouvoir remontrer des palmarès de Brive et attirer des gens, mais c'est vrai que l'étiquette moyen-métrage en soi n'est pas productive d'intérêt particulier. Mais de même que se dire tiens, personne se dit tiens, je vais voir des courts-métrages, et on y va plutôt en festival, dans des lieux très identifiés, ou dans des cycles. J'ai évoqué ce matin, nous on fait un cycle de court et moyen-métrage le samedi matin, et là tout à coup, le rendez-vous régulier a fini par créer quelque chose. Mais c'est un casse-tête quand même pour une salle qui essaye d'avoir une dynamique particulière. Merci beaucoup Stéphane. Il faut dire quand même qu'il y a parfois, en France, j'ai rarement vu ça en Grèce, il y a des programmations en salle, des 2 moyens-métrages ensemble, qui passent souvent à 11h du matin. Même le film, par exemple, le 2 films que Guillaume Braque avait réalisé autour du 14 juillet, et il a créé à partir de 2 moyens-métrages indépendants, un long-métrage unique qui faisait environ 75-76 minutes et qui est sorti en salle, présenté comme un long-métrage. Bon, ça c'était un cas particulier parce qu'il s'agissait de 2 moyens-métrages réalisés par le même réalisateur. C'est moins évident quand il s'agit de 2 films différents, de 2 réalisateurs différents. Mais je pense justement que ça peut être un principe qui pourrait, oui, donner quelque chose de plus aux spectateurs. C'est clair, je suis d'accord avec Stéphane qu'un film tout seul de 60 minutes, ça peut donner moins d'envie aux spectateurs, même si, voilà, il y a énormément de cas excellents dans l'histoire du cinéma de films de 60 minutes. Peut-être l'un des plus connus, c'est Freaks de Todd Browning, mais aussi tout le cinéma américain des années 30, début années 30, cette époque du cinéma qu'on appelle du pré-code, c'est-à-dire avant l'introduction du code Hays, qui était un code censure, et dont notamment aussi Todd Browning a été réalisé dans cette période-là, mais il y a des centaines
des centaines de films américains de 60, 62, 63 minutes produits à ces moments-là de l'histoire. Et qui marchaient bien en salle, voilà, réalisés par tous les plus grands, et avaient une véritable distribution. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir à cet esprit? Et moi, je suis plutôt, oui, optimiste, même si moi, de nature, je suis très pessimiste. Mais par rapport à ça, je suis optimiste aussi parce que je pense que par rapport, notamment, aux nouvelles générations, donc qui sont peut-être moins habituées pour différentes raisons à vivre la durée du long métrage de la même manière que d'autres spectateurs d'autres générations, et donc aussi plus habitués à des langages plus courtes, voilà, qui restent sur les 50, 1 heure. Et donc cette habitude-là, à ces formats-là, ça pourrait peut-être permettre, peut-être pas tout de suite, mais dans les années à venir, d'expérimenter de plus en plus des sorties en salle, des formats courts, parce que je pense que voilà, enfin, pour les nouvelles générations, ça pourrait être quelque chose qui pourrait marcher probablement même davantage par rapport à un public cinéphile formé dans les décennies précédentes. Parmi l'équipe de programmation du festival, nous avons une anecdote, c'est parce que tous les ans, lors des soirées, lors des cérémonies d'ouverture et des clôtures, parfois les spectateurs demandent la durée du film parce qu'ils savent qu'il y a des discours extrêmement lents, la remise des prix, etc. Et en plus, voilà, nous sommes dans une ambassade, donc vous imaginez. Donc, les gens demandent toujours la durée du film. Et comme c'est souvent 1h50, ils nous disent non, mais dans ce cas-là, il faut passer des courts-métrages. Et justement, on pense à passer des moyens-métrages. Donc je pense que là, il faut être très optimiste. Je pense que c'est une idée de marketing à vendre au festival. Montrer du moyen-métrage, ça compense les discours. Vous allez plus vite boire un verre. Oui, pour les festivals, notamment pour les ouvertures, clôtures, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est aussi vraiment une question liée aussi à comment aujourd'hui on vit la temporalité. Et a totalement changé par rapport à il y a 10 ans, 15 ans, avec les réseaux sociaux, pas que, mais il y a une notion de temporalité qui est totalement bouleversée par rapport à avant. Aujourd'hui, en 1 heure, on est habitué à faire 15 choses, alors que peut-être il y a 15 ans, 20 ans, on faisait une seule chose ou 2 choses. Aujourd'hui, le temps est comprimé, oui, on profite en fait à fond, même peut-être trop, de la temporalité qu'il nous a accordée, mais du coup aussi, d'un point de vue de spectateur, j'ai l'impression que, oui, que notamment les plus jeunes ont plus du mal avec des durées très très longues, par rapport à la solide de l'attention aussi. Est-ce que tu dirais, du coup, qu'il y a plus... le moyen-métrage trouve sa place plus, par exemple, à la télévision, plus qu'en festival ou en salle, par rapport à cette question C'est clair qu'en télévision, c'est plus facile. C'est vrai que les chaînes télé que j'ai évoquées tout à l'heure, ils programment vraiment tout au long de l'année tous les meilleurs moyens-métrages, même étrangers, pas que français. Et donc, oui, sûrement, il y a... Après, moi, je dirais pas que c'est le lieu. Voilà, bien sûr, c'est très important parce qu'il peut être à la télévision, être diffusé à la télévision, ça te permet quand même aussi d'être visionné et de rejoindre en fait même des publics très différents, voilà, très variés. Après, il y a aussi les contraintes de la télé. Ça dépend aussi des heures, enfin l'heure d'émission. Il y a, voilà, par rapport au sujet, voilà, enfin la télévision, on peut pas programmer exactement tout ce qu'on n'a pas tout à fait la même liberté de diffusion qu'on a en salle. Mais moi, je pense justement que pour moi, s'il y a un avenir possible pour le cinéma, les moyens-métrages pourraient jouer un rôle là-dedans. Donc, moi, j'insiste sur le fait que, bon, bien sûr, déjà, parce que je crois qu'il n'y a pas un droit meilleur que une salle de cinéma pour voir le cinéma, pour vivre le cinéma, pour voir des films. Mais aussi, je pense que oui, c'est une possibilité justement pour faire revenir en salle ou pour créer d'autres dynamiques de distribution et de participation du public. Parce que je trouve le concept de diffuser 2 films ensemble, en 2 programmes de films très différents,
ce qui n'a pas été toujours le cas parce que la plupart des fois, quand il s'agissait de distribuer 2 moyens-métrages, les distributeurs essayaient plutôt de programmer 2 films qui se ressemblaient beaucoup et qui évoquaient plus ou moins les mêmes thématiques, les mêmes sujets, ou même esthétiquement, parce qu'ils pensaient voilà, qu'autour d'une seule concept, ça pouvait être plus organique, ça pouvait marcher mieux. Alors moi, je pense au contraire que c'est beaucoup plus excitant et intéressant en tant que spectateur de pouvoir aller en salle de cinéma et sachant de voir 2 films de 40-45 minutes, même très, très différents. Donc, de vivre aussi cette expérience un peu excitante de voir 2 films ensemble et d'autres expériences totalement à l'opposé. Par exemple, je fais un exemple. Le film The Timekeepers of Eternity l'année dernière à Brive était programmé avec un film de Singapour qui s'appelait On Memory et qui était, oui, une réflexion autour du temps et de la mémoire dans la culture de Singapour, mais c'était filmé comme un film de Kiarostami. Voilà, vous avez plus ou moins eu un aperçu du film Timekeepers of Eternity. Il n'y avait pas 2 films plus différents. Et en même temps, j'ai trouvé ça fascinant parce que ça permettait au public, oui, de vivre 2 films totalement différents, mais aussi d'expérimenter 2 différentes notions de temporalité, justement. Parce qu'il y avait les temps très longs de plein séquence et de l'esthétique un peu contemplatif, méditatif du film de Singapour. Et en même temps, tu avais ce récit un peu de science-fiction, mais en même temps aussi expérimental du dispositif qui crée. Et d'ailleurs, dans le film, il y avait toute une obsession par rapport justement au temps et au travail, donc aussi par ancré dans la culture américaine. Donc ça permettait, dans une seule séance, de vivre une expérience de cinéma contemplatif, une expérience de cinéma de genre, et de réfléchir en même temps sur 2 différentes notions de temporalité associées à différentes cultures. Voilà, tout ça c'est très riche pour une séance de 1h30, et c'est beaucoup plus riche qu'un seul film de 1h30. Si vous voulez expérimenter par vous-même dans votre peau ce que Giulio raconte, vous n'avez qu'à aller voir les séances programmées de la carte blanche au Festival de Brive, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je ne mens pas. Je ne sais pas s'il y a des questions. Eh ben, je crois que l'avenir sera moyen métrage, alors, si je comprends bien. Je l'espère, oui. Mais j'y crois vraiment. Je ne le dis pas juste pour rhétorique, je le crois vraiment. Et tu nous as tu nous as prouvé que tu fais tout ton possible pour accompagner ce format et ces films de la meilleure manière et pour s'assurer qu'il y a de plus en plus, puisque vous accompagnez même les films dans leur développement. Merci beaucoup, Giulio. Merci beaucoup à tout le monde. Nous pouvons, je crois, puisque nous sommes peu nombreux, continuer la discussion dehors ou autour d'un verre. Merci beaucoup. Merci.